Les discussions du soir. Les discussions du soir, Frédéric Worms. Je suis très heureux de recevoir Pierre Hassner. Pierre Hassner, directeur de recherche honoraire au CERI, le Centre d'études sur les relations internationales. Et de recevoir Pierre Hassner, j'allais dire, pour lui-même, pour parler avec Pierre Hassner de la situation internationale dont il est un des grands experts, un des grands lecteurs, un des grands médiateurs, j'allais dire, pour nous tous, mais d'une manière très libre et pour essayer de discuter de ce qui serait aujourd'hui peut-être ce qui la définirait aujourd'hui, la question centrale, un prisme à travers lequel on pourrait la comprendre. Et en parlant avec Pierre Hassner pour préparer l'émission, je crois, Pierre, que vous disiez que pour vous, la question qui domine l'époque, peut-être qu'il a défini, c'est finalement la question et l'expérience aussi des migrants et des réfugiés. Donc je me demandais si vraiment c'était un peu votre impression aujourd'hui que nous vivions une époque qui pourrait se définir par ce phénomène, l'époque des migrants ou d'un certain type de migration, et d'ailleurs en questionnant aussi ce mot migrant qui peut-être n'est pas le bon, Pierre. Le mot migrant, c'est le plus général, il ne signifie pas grand-chose, donc tout dépend, il faut le spécifier. Il y a beaucoup de formes de migration. Et personnellement, je suis un ancien réfugié politique. Je m'intéresse avant tout aux réfugiés, à ceux qui sont obligés de quitter leur pays, soit par la persécution, soit par la guerre, soit par la pauvreté, où il devient difficile de distinguer les réfugiés économiques et les réfugiés politiques. Donc mais c'est sur un arrière-plan qui est, je crois, important, parce que nous sommes à l'époque de la mondialisation. Oui. Les transports, naturellement, des messages par l'électronique, etc., mais aussi des personnes sont devenus quand même beaucoup plus faciles. Et le fait que tout le monde se rapproche physiquement engendre des conséquences parfois contraires, des réactions, des gens qui se renferment et qui ont peur, surtout qu'il y a la conjonction avec le terrorisme, on a peur du terrorisme, etc. Par conséquent, j'ai l'impression que il se fait une division du monde entre sédentaires et migrants, comme il y en a eu à certaines époques, et moi je suis un migrant qui est devenu sédentaire jusqu'au jour où les barbares envoieront la France, par exemple. Mais Pierre Hassner, justement, cette idée qui dans cette analyse que au fond tous ces mouvements produisent une certaine forme de repli, paradoxalement, plutôt que d'ouverture. Tous ces mouvements à tous les niveaux, les mouvements de l'information, du commerce, cette ouverture généralisée produit un sentiment de repli. Pierre Hassner, c'est ce qui explique peut-être justement qu'on parle de migrants et non pas de réfugiés, parce que pour parler de réfugiés, finalement, il faudrait déjà avoir reconnu deux choses, avoir reconnu une origine politique, économique, une violence, et avoir reconnu aussi un accueil légitime, un accueil nécessaire. Et si on parle de migrants, est-ce que c'est pas justement parce qu'on veut pas forcément reconnaître des réfugiés? Le terme de migrant n'est-il pas déjà une forme de violence et de refus de reconnaissance? Et il peut l'être dans l'intention. Il est quand même légitime parce que il y a eu des migrations pour toutes sortes de raisons. Nous aurons bientôt des migrations écologiques. Et on pourra dire réfugiés et écologiques si on veut. Donc il ne me choque pas. Les migrations sont un sujet par lui-même. La question est en effet que
réfugié aujourd'hui est un suspect pour les gens qui n'ont pas tellement envie. Est-ce qu'il n'est pas terroriste? Est-ce qu'il ne serait pas mieux chez lui? S'il y a la dictature chez lui, pourquoi il ne reste pas pour la combattre? Et ainsi de suite. Et donc, c'est ça qui est particulièrement frappant aujourd'hui et qui, personnellement, moi, je suis un réfugié de luxe. Je suis parti avec mes parents à l'âge de 15 ans, avec un passeport. Dans les années 30 Non, en 1948. 48, pardon. Mais c'était... cela dit, il me semble que aujourd'hui le réfugié est suspect. Au début, les réfugiés, le commissariat pour les réfugiés fonctionnait bien et les gens étaient bien accueillis. Mais il faut dire que leur nombre s'est beaucoup accru et que donc ils posent des problèmes économiques et autres. Et maintenant, il y a aussi, d'une part, j'ai beaucoup la suspicion du terrorisme et il y a des terroristes qui ont été infiltrés parmi les réfugiés, et il y a d'autre part le fait que il y a une réaction contre l'immigration en général, des réactions nationalistes qui ont peur pour l'identité nationale. Monsieur Sarkozy, malgré son nom et ses origines, est très préoccupé par l'identité française. Mais Pierre Hasner, avant de revenir sur ces aspects directement politiques, encore un mot sur le mot migrant, parce qu'il m'intrigue vraiment et je suis pas surpris que vous le repreniez, mais je voudrais quand même, est-ce qu'il n'y a pas justement dans ce mot de migrant quelque chose comme une naturalisation de ces mouvements humains sur la planète, qui veut dire au fond, c'est un peu comme des oiseaux migrateurs, ils partent parce qu'ils ont des raisons biologiques, vitales, ils ont faim ou ils n'ont pas de sécurité, et au fond, on en fait un peu des êtres vivants dans le besoin, ce que nous sommes tous aussi dans ces situations-là, mais sans donner du sens à leur histoire, sans montrer forcément la raison. Et puis aussi, il y a un mouvement effectivement non seulement de naturalisation, mais de massification. C'est-à-dire les migrations, c'est un phénomène collectif majeur, et peut-être qu'on résiste à l'individualisation des cas, non pas peut-être avec des catégories a priori économiques, politiques, mais comprendre un peu les situations individuelles, les cas concrets, et non pas massifier et naturaliser. Ça, vous avez absolument raison. Mais c'est, en un sens, le boulot des autorités ou du commissariat aux réfugiés, etc., de distinguer les vrais réfugiés des autres. Et il y a certainement beaucoup de gens qui sont attirés par les lumières de la ville, attirés par l'espoir de gagner leur vie, un jour de revenir au pays, etc. Alors, donc, c'est ça qui crée une difficulté, c'est que d'une part, il y a certainement des faux réfugiés ou des demi-réfugiés, des gens qui se présentent comme réfugiés alors que simplement ils veulent une meilleure vie. Mais ils le sont quand même, même pour ces raisons-là, ils sont quand même en demande de refuge. Oui. Mais tout en me mettant, ce qui demande un effort de ma part, puisque je suis du côté des migrants, que si on veut, ou des réfugiés, ou des ceux qui sont en mouvement, mais je comprends que les sédentaires, au contraire, soient sensibles à la question: est-ce que je sauve quelqu'un qui autrement aurait été torturé ou qui a tout perdu par les bombardements ou bien par des phénomènes naturels, etc. Ou est-ce que simplement, sous prétexte de persécution politique, j'ai simplement quelqu'un qui veut avoir une meilleure vie, qui est attiré par les lumières de la ville et qui, pour certains, vient prendre mon boulot, ou bien peut-être est un terroriste caché, puisque il y a la question du terrorisme, etc. Donc le réfugié est obligé, plus qu'à d'autres époques, de se justifier et de montrer qu'il est vraiment un réfugié. Ça, c'est certain.
certain. Mais Pierre Hassner, je voudrais justement revenir au début de votre analyse. Ce que vous avez dit au début qui était particulièrement intéressant et important, il me semble, c'est-à-dire au fond, il y a un phénomène de masse aujourd'hui pour certaines raisons, des guerres, de la pauvreté, les problèmes économiques, bientôt les problèmes écologiques. Ça a peut-être déjà commencé d'ailleurs. Et cependant, c'est pas entièrement nouveau. Même ces chiffres, on se rappelle que au moment de la guerre du Vietnam, il y avait les boat people qui étaient assez nombreux aussi. Et il n'y avait pas ce problème d'accueil et plus même. Et donc je reviens à ce que vous disiez au début, qui me paraissait très très intéressant, c'est que finalement l'ère de la mondialisation, de l'ouverture, bien loin de simplifier l'accueil, l'a compliqué. Peut-être que quand les pays étaient solidement, se croyaient ou se pensaient comme solidement fermés, peut-être, ou en tout cas avaient une certaine forme de fermeture assurée, ils s'ouvraient peut-être plus facilement à l'accueil. Et quand ils sont aujourd'hui, ils se vivent comme ouverts, et ils ont tendance au repli. Est-ce que ça, c'est pas un paradoxe qui définit un peu notre époque? Absolument. C'est exactement ce que je pense et ce que j'essayais de suggérer, mais que vous formulez beaucoup plus clairement que moi. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait ce que je pense, parce que les chiffres, si on pense à, je sais pas moi, l'immigration irlandaise aux États-Unis au 19e siècle, enfin, les États-Unis sont un pays d'immigrés. C'est même normalement ils en tirent gloire. Ah oui, c'est le melting pot américain. Pierre Hassner, et sinon, il y a un discours de Roosevelt qui est amusant parce que il y a une organisation très de droite, les filles de la Révolution américaine, Daughters of the American Revolution, et qui était contre l'immigration. Et alors Roosevelt a commencé un discours en s'adressant à elle, en leur disant fellow immigrants, donc camarades immigrés. C'est ça, camarades immigrés, mes chers immigrés, mes chers co-immigrés, mes chers co-immigrés. Et effectivement, voilà, tous sont les compatriotes sont des co-immigrés. Et ça, à un moment donné, c'était a nation of immigrants. Les États-Unis se sont souvent définis comme cela, jusqu'au moment où maintenant les gens qui étaient sur le Mayflower, le bateau qui a apporté les premiers Américains, qui sont les descendants de ceux-là, essayent de se présenter comme une aristocratie ancienne. Mais alors, Pierre Hassner, c'était possible en raison d'une certaine solidité politique, mais aussi d'un certain cadre idéologique, au fond, une sorte d'idéalisation aussi de la migration, qui était quelque chose finalement de positif, avec même une violence exercée sur les premiers occupants, c'est-à-dire sur les Amérindiens, comme on dit. Oui, c'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui est fragilisé pour que les différents pays qui sont les destinations de ces migrations se referment ou ne se sentent plus assez solides pour accueillir? D'abord, il y a un phénomène auquel j'espère échapper, mais auquel je suis très sensible, qui est que chaque vague d'immigrés demanderait assez de fermer la porte derrière elle. J'étais il y a quelques mois à Montréal. J'avais pris un taxi avec mon épouse et le chauffeur nous a expliqué qu'il était libanais, que sa femme avait craint le climat pendant 10 ans, mais que maintenant elle allait venir. Et Montréal, c'est bien, nous venions de Toronto, s'ils savent pas vivre, ces Anglais, etc. Montréal, etc. Il y a un ennui à Montréal, c'est qu'il y a trop d'étrangers. Ah oui. Et alors c'est assez classique que très souvent la dernière vague d'immigrants voudrait bien fermer la porte derrière elle et devient le gardien le plus farouche de la fermeture ou de l'identité ou de la pureté du pays où ils ont été admis. Ça, c'est un phénomène qui tient à la nature humaine et qui n'est pas très reluisant, je trouve. Mais ce phénomène, Pierre Hassner, c'est peut-être effectivement un phénomène dangereux, très dangereux, même si on passe d'une sorte d'idéologie de l'ouverture absolue et vague, au fond, une ouverture indéterminée à tout, on risque de revenir vers une fermeture intégrale, justement. Exactement. Et alors, est-ce qu'il faut pas plutôt essayer de penser une ouverture précise aux gens qui ont des problèmes vitaux, des problèmes politiques majeurs, Absolument. et même, au fond, finalement, peut-être une ouverture très large, mais à condition de penser non pas la fermeture, mais
une forme d'assurance, un peu comme les psychanalystes disent que l'enfant peut explorer le monde s'il est d'abord sûr d'avoir un chez-soi. Si l'enfant qui est dans un monde sans repère n'est pas non plus dans l'ouverture. L'ouverture peut devenir un égarement. Pour moi, je souscris 100% à ce que vous venez de dire. Et en partie, je pense que c'est ce que font les autorités. C'est pour ça que l'Office des réfugiés procède à des examens très très sérieux, etc., pour voir si c'est des vrais réfugiés ou des faux réfugiés, etc. Pas seulement, ce qui est la première chose, si ce n'est pas des terroristes de l'ISIS infiltrés, mais d'une manière générale, si c'est pas des gens qui veulent simplement, ce qui est légitime, mais ne peut pas, comme disait Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, donc. Mais il terminait sa phrase, Pierre Asner, vous vous souvenez, il disait, oui, la France, mais elle doit en prendre sa part. Voilà. Absolument. Et ça veut dire, pardon de faire des digressions un peu au fil de la conversation, c'est le principe de l'émission, Pierre Asner, mais quand on dit, comme Michel Rocard à l'époque, il peut pas accueillir toute la misère du monde, mais il faut en prendre sa part, ça suppose au fond une instance qui définit des parts, qui permet de penser le partage du monde, des problèmes du monde, au fond, finalement, et cette idée prendre sa part n'a de sens finalement que sur le fond d'une collaboration internationale, une idée que vous avez beaucoup étudiée et d'ailleurs avec déception souvent, désillusion, c'est l'idée de communauté internationale. Oui, encore la communauté internationale, je n'y crois pas. Je crois qu'il existe des communautés transnationales, des communautés nationales, subnationales. Et il existe une société internationale. Je ne trouve pas qu'il existe une communauté internationale. Parce la différence, ce serait quoi? Ce serait que la société, c'est juridique, et la communauté, ce serait des valeurs, ce serait plus fort. Oui, et puis la communauté nationale, quand on dit ce que fait la communauté internationale, qui la représente, ce sont quelques États qui disent la communauté internationale n'admet pas, etc. Oui. Mais j'aimerais beaucoup que le monde soit une communauté, mais malgré tout, enfin Freud dit les gens peuvent bien s'entendre, former une communauté, à condition qu'il reste un voisin dont il se méfie ou oui, c'est ça, on fait une communauté mais contre un troisième homme et contre le tiers ou l'étranger, justement. C'est ça. Ou du moins l'idée de communauté internationale, ou du moins on peut espérer qu'il y ait une société internationale des règles, qu'il n'y a pas. Moi, je suis très contre la définition de la politique par Carl Schmitt, le théoricien allemand, qui dit ami ou ennemi. Voilà, la politique, c'est la distinction de l'ami et de l'ennemi. Oui, non, ça c'est la guerre peut-être, mais la politique, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment des amis, mais avec qui on a des relations pacifiques, des relations commerciales, etc., et qui ne sont en rien des ennemis. Donc, à mon avis, c'est une... Justement, le but de Carl Schmitt que vous citiez, Pierre Asner, c'était justement de distinguer la politique du commerce, de distinguer la politique des autres relations internationales et de dire au fond... pas assez de la guerre. Voilà, mais non, mais parce qu'il l'a défini par la guerre. Il l'a défini par la guerre, c'est ça. Et donc, il faut opposer à cette définition-là une autre définition. Exactement. Alors, justement, retrouver du politique, c'est un des enjeux majeurs, c'est-à-dire retrouver, au fond, ne pas dire d'un côté, il y a la politique qui serait la guerre, et puis de l'autre côté, il y a une sorte d'ouverture indéterminée, affective, un peu vague. Il faut retrouver du politique dans les problèmes humains partagés. Exactement. Entre amis. Entre amis, il y a des problèmes politiques. Il peut y avoir le risque de la guerre. Absolument. Absolument. Mais souvent, alors je ne sais pas si la réaction des gens dépend aussi du type de personnes qui arrivent. Je pense que souvent il y a une méfiance par rapport aux Arabes ou aux musulmans. On se dit que ça va accroître le nombre des musulmans et donc dans le contexte européen, vous voulez dire Pierre Asner en particulier. Oui, c'est ça. Donc il y a ça, il y a simplement le fait on est trop, ils vont nous prendre notre boulot, et ainsi de suite, ou le danger qui est des terroristes infiltrés. Il y a beaucoup de raisons que les gens peuvent avoir. Mais ce qui est mystérieux, je reviens, c'est pas tellement mystérieux, mais ce qui est paradoxal, je reviens à notre problème, ce que nous disions au début, c'est que plus le monde est mondialisé, plus au contraire les gens sont attachés à leur précaré, ils
ils retrouvent leur identité dans le fait justement de ne pas se laisser entraîner par ce flux incontrôlé de la mondialisation. Oui, c'est ça votre diagnostic le plus profond finalement. C'est-à-dire, on pourrait dire il y a des raisons politiques locales, des problèmes historiques, la colonisation, la décolonisation, la post-colonisation. Il y a ça, il y a ceci ou il y a cela. Il y a de la xénophobie ordinaire. Oui. Mais derrière, il y a ce paradoxe qui définit un peu le monde contemporain, c'est que c'est justement son ouverture qui fait créer un phénomène de repli supplémentaire, comme s'il venait durcir tout le reste, qui était déjà là, mais qui n'attendait que ce risque nouveau pour être vous savez, aggravé. J'ai vu il y a quelques années déjà une étude sur les programmes des télévisions américaines. Et plus le résultat, c'est que plus la mondialisation se développe, plus les programmes que les gens demandent se particularisent, etc. Donc il y a beaucoup de ça. Et ce qui est danger, je crois, c'est ça, c'est que nous sommes dans un monde où, d'une part, il y a des gens qui vivent la mondialisation, et ça peut être les financiers, la finance internationale, les touristes internationaux, les sociétés multinationales, ça peut être les touristes, sauf qu'il y a deux groupes transnationaux qui s'affrontent. Il y a les touristes et les terroristes, parce qu'il y a de plus en plus d'endroits, par exemple en Égypte, les pyramides, les gens hésitent à cause du terrorisme. Mais il y a ça, et il y a d'autre part les gens qui se replient. Et donc, je trouve que les démographes comptent les périodes où l'humanité était faite de sédentaires, et puis des migrations et de sédentaires. Il est certain que le mouvement, grâce au changement technique, évidemment, il est beaucoup plus facile. Il y a les avions, il y a tout ça. Ça se développe, mais en même temps, les sédentaires ont peur que leurs habitudes, leur identité avec un grand I, soit menacée, jusqu'à atteindre des choses un peu ridicules, comme le dernier débat autour de des maillots de bain, des sur maillots les de bain, françaises, etc. On en reparlera peut-être, Pierre Hassner, après une petite pause où vous avez parlé un petit peu de votre expérience personnelle. Peut-être la musique qu'on va entendre nous permettra de repartir de ça, mais pour réfléchir ensuite aux remèdes à apporter à ce dont nous venons de parler, l'époque des migrants ou des réfugiés qui est la nôtre aujourd'hui. Une chanson roumaine, Pierre Hassner, pour parler des migrations. Finalement, quand, comme vous-même, on est passé d'un pays à l'autre à l'âge de 15 ans, quand vous le rappeliez, est-ce que c'est une fragilité ou est-ce que c'est une force d'avoir deux langues qui se battent dans nos chansons, dans nos inconscients, dans nos conversations, ou est-ce que c'est une fragilité ou est-ce que c'est une force d'avoir plusieurs affections, plusieurs liens et de pouvoir reconstruire sa vie, son histoire et le monde politique avec? Pour moi, intérieurement, il me semble que il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est quelque chose de positif. Sauf que on peut pas être plusieurs endroits à la fois. Et j'ai naturellement la nostalgie du pays de mon enfance, dans certains égards, etc. Mais je trouve que ça pose quand même un problème par le regard de l'autre, parce que il y a, sans dire comme par exemple, Sartre qui pousse à l'extrémité, c'est l'antisémitisme qui crée le juif. Non, le juif a le droit d'avoir ses traditions et ses caractéristiques, mais quand même, il y a de plus en plus, justement, à mesure qu'il y a la peur du terrorisme, à mesure qu'il y a cette peur de l'identité, on peut en reparler de ce concept d'identité, bien sûr. Mais je trouve donc
on est un peu l'idée d'être français de fraîche date ou français par on va supprimer le droit du enfin on va il y a un débat qui revient si certains candidats sont au pouvoir, on risque de supprimer le droit du sol, etc. Et il y a cette histoire du déni de nationalité, les gens qui ont, qui est, je crois, très contestable quand même. Donc, on a le sentiment à ce moment-là qu'on est de moins en moins un Français à part entière, si vous voulez. Ce que vous dites, Pierre Asner, pour revenir au début de cette réflexion, c'est que finalement, pour soi-même, on est toujours un peu complexe, qu'on ait plusieurs origines ou plusieurs langues maternelles, ou on en a toujours peut-être qu'une, mais en tout cas plusieurs langues familières. Mais pour l'autre, il y a un risque d'essentialisation, comme disait Sartre, c'est-à-dire d'assignation du dehors à une seule identité. Exactement. Alors que peut-être, au fond, il y a deux conceptions de l'identité aussi, celle qui est ouverte, compliquée, mais néanmoins assignable, enfin avec des traits. C'est pas non plus le vague, comme on disait, c'est pas non plus l'indéterminé face à l'essentialisé. C'est plus ouvert que ça. Pour moi, si on veut parler de l'identité, il me semble que ce n'est ni n'importe quoi, le vague, ce n'est ni non plus une essence définie. Alors qu'est-ce que c'est exactement, Pierre Asner? C'est le fruit et dans le temps et dans l'espace d'une influence réciproque entre l'inné et l'acquis, entre notre nature biologique et notre culture, entre ce qui nous vient de notre héritage et ce que nous avons appris par d'autres choses, l'école ou par le fait que nous vivons dans un autre pays, etc. Moi, il me semble que mon identité, c'est la mienne. Je la connais pas très bien, mais naturellement, il y a des points communs, des solidarités spéciales à l'intérieur d'une nation, comme il peut y en avoir à l'époque où c'est le marxisme qui régnait. On disait les prolétaires n'ont point de patrie, mais la vraie solidarité, c'est la solidarité de classe. Et naturellement, la solidarité de classe existe aussi. Alors, on a différentes solidarités, différentes priorités qui sont différentes selon les cas. Si vous voulez, pour moi, le texte, je m'éloigne peut-être un peu. Non, je pense pas du tout. Nous sommes tous les deux de métier professeurs de philo. Oui, je rappelle, Pierre Asner, que vous êtes spécialiste de relations internationales, mais philosophe de formation et de pensée. Alors, pour moi, le texte classique sur l'identité, c'est le noble mensonge dans la République de Platon, où il dit, voilà, on va faire Socrate hésite un peu et dire quand même, on va faire un homme mensonge, on va expulser tous les adultes de la ville, c'est ce que font d'ailleurs les régimes totalitaires, d'essayer de s'appuyer sur les enfants, les étudiants, et on dira aux enfants que leur père et la mère, c'est pas ce qu'ils croient, c'est la terre, qui sont nés de cette terre-ci, et que celle-ci est d'une essence différente de la terre des voisins, et donc ils seront comme les chiens qui sont bienveillants pour ceux qui connaissent et au contraire montrent les dents aux autres. Donc c'est une conception, mais qui dit carrément il y a un mythe fondateur, et puis il y a une hostilité envers les autres, les cités entre elles, etc. Or, il me semble que une fois de plus, il faut concilier les extrêmes. Il y a des identités spécifiques, et une identité régionale, une identité nationale, une identité européenne. Moi, quand je vais aux États-Unis ou ailleurs, je me sens européen. Et il y a certainement une identité nationale. Et puis il y a, je me rappelle, le premier jour où je suis arrivé à New York aux États-Unis, je parlais italien à un garçon de café où je prenais un café, et à la fin il me dit en italien, bon ben ci vediamo a Londres, on se verra à Londres. Je dis ah bon, à Londres, pourquoi? Ben nous on est des personnes qui mobiles, quoi, qui bougeons tout le temps, d'accord. Alors il avait reconnu. Mais alors Pierre Asner, ça me ramène à quelque chose qui est très crucial pour la question de l'identité, finalement, qui n'est pas seulement une question abstraite, et même si elle passe par
par des documents de droit, heureusement d'ailleurs, parce que c'est ça qui fait aussi que ça montre un peu son caractère de convention et d'établissement politique, mais néanmoins c'est pas seulement une question abstraite. Et quand vous évoquiez Platon par exemple, la République, c'est vrai que quand il veut attacher les enfants à l'État, il les arrache à leurs parents, un peu comme dans ce beau mensonge dont vous parliez. Et pourquoi est-ce qu'il les arrache aux parents? Parce qu'il pense que l'amour pour les parents va s'opposer à l'amour pour la patrie, et que finalement le lien identitaire, en un certain sens, est avant tout passionnel, est avant tout, non pas dans un papier d'identité qu'on vous donne, mais dans une passion. Et alors le danger des passions, c'est que elles risquent d'être exclusives. Ce que pense Platon, c'est qu'on peut pas aimer à la fois même ses parents et sa patrie. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas toujours menacé par cette conception des passions, non pas les passions, mais une certaine conception des passions, avec leur exclusivité, leur puissance qu'il faudrait maîtriser, même de manière destructrice, pour faire de la politique. Je suis tout à fait de cet avis. C'est pourquoi mon recueil d'articles que j'ai fait paraître il y a presque un an s'appelle La revanche des passions, et c'est un livre... Merci Pierre Asner, je voulais justement le citer. C'est un livre très important, La revanche des passions. Mais c'est un livre qui justement exprime une inquiétude. Et je cite un poète irlandais qui dit The best lacunar conviction and the worst are full of passionate intensity. Il va falloir traduire, oui, Pierre c'est ce Asner. que je vais faire. Les meilleurs sont manquent de conviction, d'énergie. Ils vivent dans le doute, dans le je sais pas quoi. Et les pires sont pleins d'une intensité passionnée. Et c'est ça que justement il faudrait essayer. C'est dont je parle aussi dans ce livre, c'est trouver une conciliation qui est tout à fait paradoxale entre la passion et la modération. Il y avait un groupement parlementaire dans la Troisième République qui s'appelait les républicains, comme maintenant c'est revenu, oui. Et les républicains modérés. Et leur chef, j'ai oublié qui c'était, un personnage de la Troisième République, disait nous sommes des républicains modérés, mais nous ne sommes pas modérément républicains. Ils étaient passionnément modérés. Ils étaient passionnément modérés. Et ça, je crois que ça existe. Celui qui a été un peu mon maître dans ma jeunesse, Raymond Aron, je trouve qu'il était passionné au service de la modération, si vous voulez. Albert Camus aussi, Albert Camus aussi, dans L'Homme révolté, dit que le sommet, la mesure, c'est ce qui est le plus difficile à atteindre, et c'est la passion de celui qui tire l'arc. Exactement. Il le tire, mais alors, justement, c'est un mariage contre nature, mais c'est une lutte permanente. Je trouve que la passion sans modération peut mener au crime ou au suicide. La modération sans passion peut mener à la passivité, à l'indifférence, etc. Et c'est une antinomie, mais c'est une antinomie avec laquelle il faut vivre, n'est-ce pas? L'enjeu est très grave et rejoint notre question d'aujourd'hui, Pierre Asner, puisque au fond votre livre La revanche des passions, qui est sous-titré Métamorphose de la violence et crise du politique, ce livre sur la revanche des passions, le dernier chapitre s'intitule La revanche des frontières, justement. Donc il y a un lien entre la revanche des passions, le retour des passions, et le retour des frontières, comme si une sorte d'identité abstraite, économique, purement libérale, juridique, avait été une fiction et voyait revenir des passions qui se cristallisaient sur l'identité fermée contre une identité ouverte. Et donc la question que vous posez, c'est non seulement comment redonner des passions, une puissance à la modération, mais aussi comment retrouver des passions positives, comment retrouver un enthousiasme créateur et non pas destructeur, sans naïveté, sans croire que c'est dans l'ouverture indéterminée, encore une fois, qu'est la solution. Mais aussi, c'est la question, c'est une question qui me préoccupe beaucoup parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, etc. Quelle est la hiérarchie des urgences, des dangers et des solidarités? Alors, quelle est la hiérarchie, Pierre Asner? Justement, vous savez, nous avons la même éducation, donc en France, si on parle politique, il y a les disciples de Rousseau et les disciples de Montesquieu. Et là, ils s'opposent très nettement. Montesquieu dit si quelque chose était bon pour moi mais mauvais pour ma famille, je dirais non. Bon pour ma famille mais mauvais pour mon pays, je dirais non. Bon pour mon pays mais mauvais pour l'Europe, je dirais non. Bon pour l'Europe et mauvais pour le reste du monde, je dirais non. Et il disait ce qui est quelque chose par lequel je suis parfois tenté. Je suis homme avant d'être français parce que je suis homme par nature et je suis français par hasard. Je ne dirais pas que je suis français, mais il y a un hasard
territoire de c'est plus. Montesquieu qui disait ça, baron de Secondat. Baron de Secondat. Tandis que Rousseau dit l'ami du genre humain n'est l'ami de personne. Tel philosophe s'émeut pour les Tartares et ne s'occupe pas de ses enfants, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, était le cas de Rousseau, qui a mis ses enfants à l'orphelinat. Et voilà, il faut, ce qui compte, c'est de s'entendre avec les gens avec qui on vit. Et dans ses considérations sur le gouvernement de Pologne, il conseille aux Polonais d'être chauvins, d'être habillés comme d'autres et de n'autoriser les voyages, la sortie des Polonais ou la visite des autres que 1 ou 2 fois par an ou quelque chose comme ça. Alors donc c'est un dilemme. Mais justement, Pierre Asner, ce dilemme, il faut le poser comme vous le faites, en opposant ceux qui mettent finalement avant toute chose l'amour de l'humanité et font passer avant l'amour du prochain, enfin du proche, plutôt le prochain peut-être contre le proche, comme diraient certains, et d'autres qui au contraire montrent que la nature humaine va du prochain ou du proche vers l'universel. Il y a cette opposition, mais au fond, si on doit choisir entre Montesquieu et Rousseau, qui sont tous les deux quand même, cherchent à articuler les deux, sont tous les deux des penseurs quand même de l'universel d'une certaine façon, est-ce qu'on risque de ne pas de manquer le problème qui serait au fond l'irruption inévitable dans nos vies, dans l'histoire de choix tragiques, c'est-à-dire de moments où ces deux amours qui sont peut-être virtuellement présents chez nous tous s'opposent, et à ce moment-là d'admettre le tragique. Est-ce que c'est pas quand même aussi une façon de dire nous ne sommes pas dans la naïveté et pourtant le tragique nous oblige et il va falloir concilier nos devoirs finalement. Oui, je suis absolument d'accord avec vous. Mais justement, il n'y a pas le propre de la tragédie, je crois en un sens, c'est qu'il n'y a pas de solution évidente et facile. Mais oui, mais il y a ceux qui fuient la tragédie, qui se défaussent, comme disait Sartre justement, qui font dans la mauvaise foi ou qui dans la défausse. C'est-à-dire et à ce moment-là, c'est très simple, il n'y a pas de tragédie puisque nous d'abord, ou bien il n'y a pas de tragédie puisque finalement il n'y a pas de problème et on a une sorte de communauté évidente, internationale. Donc tout ce que je veux dire, c'est que précisément le fait d'être conscient de ça, et je suis 100% pour ça, d'accord avec vous, mais ça fait qu'on vit constamment avec des problèmes plus que les gens qui nient la tension qu'il y a. Alors ce serait dangereux si c'était que des problèmes effectivement au sens abstrait, au sens des experts et au sens des théoriciens, mais justement comment remettre de la passion dans ces problèmes? Est-ce qu'il faut passer par les images des corps qui souffrent sur les plages? Est-ce qu'il faut passer par justement ces passions d'amour, ces passions bienveillantes? Est-ce qu'il faut passer par le sentiment de sa propre peur, comme disait Hans Jonas, c'est-à-dire au fond nous rappeler que nous sommes tous solidaires sur cette planète et que ce qui peut arriver à l'autre va nous arriver aussi? Quelle est la bonne passion? Quel est le bon appui pour les professeurs, pour les citoyens, pour les politiques? Je dirais pas qu'il y en a une bonne. Je ne peux pas donner de prescription parce qu'il y a beaucoup de pièces dans la maison de la solidarité. Mais c'est un problème qui se pose. Je trouve que premièrement, il faut avoir conscience du problème et conscience que des gens qui sont persécutés pour des idées qui souvent sont les nôtres, pour la liberté, victimes de l'oppression, ou bien simplement qui sont persécutés, méritent qu'on s'occupe d'eux. Alors après... Mais ce mérite, est-ce qu'il n'est pas un peu abstrait? Comment vraiment nous passionner pour eux, Pierre Asner? Écoutez, ça dépend. Schweitzer se passionnait pour ces malades d'un hôpital au fond de l'Afrique. Il avait choisi ça. Il y avait des gens qui choisissent le lointain, des gens qui choisissent le proche. Ça dépend de leur tradition, ça dépend de leur caractère, etc. La question est simplement de ne pas se donner par commodité l'idée que ces réfugiés, au fond, c'est des faux réfugiés. Pourquoi ils ne restent pas chez
chez eux, et puis ils sont dangereux, etc. Et donc fermer la porte. Mais il n'y a pas de solution positive simple. On ne demande pas à chacun, Mère Teresa vient de mourir, ou d'être médecin sans frontières qui risque de se faire bombarder par les Russes ou par Bachar Assad n'importe quand. Il y a des degrés, tout le monde ne peut pas être un héros, un sacrifice, mais il y a un devoir ou un sentiment de solidarité ou d'indignation, de dire il faut faire quelque chose, je ne peux pas rester tranquillement là et laisser se noyer les hommes. Pierre Hassner, il n'y a pas que les passions, il y a la politique, il faut effectivement vérifier qu'il n'y a pas de terroristes, faire le travail nécessaire de construction des institutions, des règles, et néanmoins il faut remettre de la passion, parce que local même, chacun doit pouvoir... on prend des risques, on vient de dire, c'est dans le journal de ce soir que Merkel est sur la défensive dans son pays parce qu'elle a été trop accueillante et généreuse pour les réfugiés, etc. C'est un combat. Un risque contrôlé qui fait que la passion puisse compléter le politique et non pas être instrumentalisée contre lui, et inversement. Oui, voilà, absolument. Et Pierre Hassner, encore une question, notre temps se restreint un petit peu. Malheureusement, on a envie de rediscuter avec vous. Quand ce diagnostic finalement que la question des migrants et des réfugiés réveille toutes les autres questions, la communauté internationale, les passions, etc. Justement, est-ce qu'il faut y voir une sorte de crise qui va agrandir toutes les autres et qui les révèle, ou bien aussi l'obligation finalement d'une solution? Vous êtes sceptique sur la communauté internationale, mais face à ces phénomènes, plus personne ne peut échapper à la question. Est-ce qu'il n'y a pas au moins une sorte de politique de l'autruche qui doit cesser? Est-ce qu'il n'y a pas au moins, même si c'est pour aboutir à des compromis minimaux, mais quand même importants, est-ce qu'il n'y a pas au moins une obligation d'affronter le monde? Absolument. Mais ce que je voulais ajouter, c'est ça peut être le sujet d'une autre discussion avec quelqu'un d'autre, mais c'est l'Europe. Moi, je pleure l'Europe en quelque sorte, parce que je pensais d'une part qu'en Europe après la guerre, il y aurait une solidarité, et que d'autre part, ça permettrait d'agir, d'être au lieu de simplement de râler contre la mondialisation, d'avoir quelque chose qui puisse prendre sa part, mais qui puisse à la fois protéger et faire partie de la chose. Et or ça, l'Europe est en train de se déliter et de perdre. Et on dit, j'ai des amis qui disent, mais oui, mais l'Europe des nations, etc., c'est drôle, mais on voit que les nations, ceux qui ont été à Vintimille, qui essayaient de passer d'Italie en France, voient que c'est chaque nation pour soi, et on n'a pas voulu se partager les gens, comme le demandait Merkel, qui savait que si elle faisait ça toute seule, elle risquait finalement d'avoir une contre-réaction, ce qu'elle a aujourd'hui. Donc je trouve qu'il y a, ça a posé aussi la question non pas seulement de solidarité avec les réfugiés, mais de solidarité entre Européens. Et c'est pourquoi je suis déçu aussi par le fait que l'Europe, qui me paraissait un moyen non pas de nier les nations, non pas d'être universaliste, mais de créer un pont entre la mondialisation, un équilibre, les deux. Ça allait aussi avec la régionalisation à l'intérieur des pays, etc. Et ça aussi, c'est en crise. Donc, je suis plutôt pessimiste actuellement. Oui, mais Pierre Hassner, pour terminer cette discussion, peut-être que c'est par les crises aussi qu'existent les institutions, les passions et les êtres humains. Et en tout cas, merci d'avoir éclairé avec nous ces crises des migrations, des passions et des institutions dans le monde aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Pierre Hassner. Merci à vous.